sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, thérapeute, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je reviens avec un épisode très intéressant, en tout cas j'espère qu'il va en intéresser parmi vous, tout du moins, et avec un sujet qui est très important et un sujet qui n'est pas si simple que ça à traiter, bien entendu, parce qu'on est sur un sujet politique, alors évidemment tout le monde ne sera pas d'accord, et particulièrement un sujet dans le milieu des travailleurs indépendants, travailleuses indépendantes, entrepreneuriat, milieu d'indépendance, etc., qui est pas souvent adressé pour plein de raisons dont on va parler aujourd'hui, mais tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'anticapitalisme et surtout de cette thématique que genre anticapitaliste et indépendant, vraiment, est-ce que c'est possible ce truc-là? Parce que la plupart du temps, ça apparaît comme une contradiction. Donc le but de cet épisode, pour celles et ceux qui n'ont pas déjà pris les jambes à leur cou en se disant ça me fait chier ce sujet ou oh là là, les gauchistes de service, le but de cet épisode, c'est de pouvoir, déjà, on va se dire quelques mots du capitalisme, parce qu'avant de parler d'anticapitalisme, on va déjà se mettre d'accord sur le fonctionnement du capitalisme. Okay, le but de cet épisode, c'est plutôt pour celles et ceux qui sont intéressés par ça, qui ont envie de nourrir leur réflexion, parce que ceux qui ont déjà abouti leur réflexion, je suis pas sûre que ça vous apporte grand chose, mais peut-être vous prendrez quand même curiosité à écouter ça. Pour celles et ceux qui s'intéressent à ce truc-là, aux lignes anticapitalistes, aux lignes antilibérales, alors si vous n'êtes pas entrepreneur c'est une chose, mais alors que vous êtes indépendante, entrepreneur, je ne sais pas quelle étiquette vous mettez, bref, et que peut-être ça vous intéresse, ça vous parle, mais vous vous dites juste en fait c'est contradictoire, ou je ne sais pas comment en parler, ou je n'y vois pas très clair dans ce sujet, on va parler de tout ça, parce que évidemment quand tu parles d'anticapitalisme, alors que tu es de surcroît quand tu es, parce que ça va pour tous les anticapitalismes, mais de surcroît quand tu es travailleur indépendant, travailleuse indépendante, etc., la plupart du temps, soit tu passes pour un dangereux extrémiste, dans le meilleur des cas, tu passes pour un utopie, comme oui, ouais, d'accord, les anticapitalistes de service, quoi. Donc le but, c'est de pouvoir un peu désosser toutes ces questions-là, d'y voir un petit peu plus clair, peut-être de faire évoluer toi-même ta pensée, peut-être que tu vois même pas l'intérêt de l'anticapitalisme, des lignes antilibérales, donc peut-être cet épisode va te donner grain à moudre là-dessus. Après, si tu es convaincu, je pense que de toute façon tu n'écoutes même pas l'épisode, donc je parle pas de cette option-là. Et pour celles et ceux qui veulent un peu peut-être aussi de grain à moudre pour argumenter ou pour réfléchir son entrepreneuriat ou son travail indépendant, etc. En gros, mon idée, on va déjà démarrer avec un petit postulat de base. J'ai l'habitude, quand je parle d'anticapitalisme ou de ligne antilibérale, d'avoir Jean-Michel Boomer qui vient me dire « Ah ouais, tu travailles de manière indépendante et t'es contre le capitalisme. » Oui, bravo Jean-Michel, tu viens de découvrir ce qu'était une superstructure. Donc, je commence avec ce préambule-là. Le capitalisme est un système économique et social qui est une superstructure, ça veut dire que c'est une structure qui va tout dépasser, si je puis dire ça comme ça, et que du coup, oui, bien sûr, même quand tu es anticapitaliste, antilibéral ou critique du capitalisme ou je ne sais quoi, eh bien quoi qu'il en soit, tu as bien sûr quand même besoin de manger, tu as quand même besoin bien sûr de gagner de l'argent. Et donc oui, tu es pris dans une superstructure. Les féministes qui m'écoutent parmi vous savent très bien de quoi je parle, c'est que tu es peut-être féministe, mais en attendant tu vis dans le patriarcat. Oui, parce que tu n'as pas le choix, le patriarcat c'est une superstructure. Et donc c'est tout aussi grotesque d'aller dire à des féministes genre « Ah oui, tu es féministe et tu parles à des mecs ». C'est là que j'ai pas vraiment le choix, en fait, à un moment donné, je vis dans le patriarcat de toute façon, vous voyez. C'est le même truc, même argument de très haut niveau, de très haut voltige, que de dire à des militants écologistes « Ah ouais, t'es écolo, pourtant tu pollues ». Oui, bravo Jean-Michel, tu viens de découvrir la superstructure du capitalisme, donc, qui implique forcément que même les plus écolos d'entre nous polluons. Voilà, donc Jean-Michel vient de découvrir une superstructure, il vient de découvrir que les anticapitalistes sont quand même obligés d'avoir à manger et de gagner leur vie, et de découvrir que par exemple les écolos, eux aussi, seront bien obligés de polluer, même s'ils font tout ce qu'ils peuvent pour le faire le moins possible. Bon. Donc, dans cet épisode, je te propose qu'on aille un tout petit peu plus loin que l'analyse de Jean-Michel, qui, entre nous, n'a quand même pas cassé 8 pattes à un canard, et qui en plus te dit ça comme si t'avais déstabilisé et percé à jour, alors que les camarades parmi vous qui ont l'habitude d'adresser ces sujets, on s'est entendu ce genre de réflexion environ 10 000 fois.
Ça me permettait d'introduire ça, le fait que c'est une superstructure et que donc on va aller un petit peu plus loin que l'argument de mon Jean-Michel fictif, mais qui permet d'illustrer ce dont ça parle. Ça permet d'illustrer le fait qu'on voit une apparente contradiction dans le fait de se positionner ou de réfléchir à des lignes anticapitalistes, antilibérales, alors que on est travailleur indépendant ou travailleuse indépendante. Mais en fait, non seulement c'est pas contradictoire, et en plus les travailleurs indépendants et travailleuses indépendantes, on va en parler après, ils ont une place assez singulière dans ce système-là. Avant que j'en arrive à ça, on va peut-être déjà se mettre d'accord sur une définition commune, qui est ce système. Je fais un mini disclaimer pour mes camarades les plus basés sur ces questions-là, qui vont trouver que la présentation du capitalisme, elle est un peu succincte. Oui, je le dis d'avance parce que, évidemment, il faut des heures et des heures pour faire le tour du capitalisme, pour pouvoir tout bien expliquer en détail, etc. Ça fait aussi partie des cours de la formation niveau 2, par exemple, où on y passe plusieurs heures parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, là, on va pas passer plusieurs heures dans cet épisode, sinon ça va être interminable. Mais on va quand même se toucher de mots, donc ça sera une définition non exhaustive du capitalisme, mais quand même pour se donner quelques bases. Parce que la plupart du temps, aussi, bien entendu, quand on parle des questions anticapitalistes, on est vite confronté, surtout dans le milieu entrepreneurial, tout du moins c'est mon expérience, peut-être qu'il y a d'autres camarades ici qui n'ont pas la même expérience, mais moi, mon retour d'expérience, c'est d'avoir beaucoup discuté avec des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui sont dans la contre-argumentation, hein, donc qui vont plutôt défendre les lignes libérales et les lignes capitalistes, et ça m'est arrivé souvent que d'entrée, on me dit, mais en fait, c'est quoi le capitalisme? Parce que pas si simple que ça à définir, et puis surtout parce que quand on est du côté hégémonique de la pensée, c'est-à-dire plutôt du côté capitaliste, néolibéral, etc., on n'est pas confronté à devoir le définir, puisque de toute façon, vous êtes du côté hégémonique. Hein. Donc, à l'inverse, dès que vous passez de l'autre côté de la pensée, vous allez devoir bien connaître ce système-là pour pouvoir argumenter, contre-argumenter, et surtout, même avant la question du débat, peut-être parmi vous, ceux qui ont envie, ne serait-ce que de nourrir leur réflexion et de pouvoir faire processer leur pensée à ce sujet. Donc, on va se mettre d'accord déjà sur une définition commune. Le capitalisme, c'est un système économique et social, qui est basé sur l'accumulation du capital et sur l'exploitation de la force de travail. Maintenant qu'on a dit ça, on traduit en français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu es ouvrier, tu n'as que ta force de travail à vendre, on est bien d'accord. Toi, tu as la compétence de, fabriquer des tables, et donc tu vas vendre cette force de travail aux entreprises du coin qui fabriquent des tables, dont une va t'embaucher pour que tu fabriques des tables. Bon, ça, jusque-là, je pense que ça va. Pour l'instant, j'ai enfoncé des portes ouvertes. Hein. Ça, c'est un côté de la force. De l'autre côté de la force, il y a le propriétaire de l'usine qui t'a embauché pour que tu fabriques des tables. Et là, ça vous dit déjà deux choses. La première, c'est un des premiers piliers du capitalisme, c'est la propriété privée des moyens de production. Ça veut dire que c'est un individu privé, qui va acheter l'entreprise ou qui va la créer, la monter, bref, en tout cas, lui, il est propriétaire des moyens de production. Et donc, évidemment, déjà, vous avez deux positions très différentes. Celui qui n'a que sa force de travail à vendre et celui qui est propriétaire des moyens de production, qui est propriétaire des usines, des terres, des machines, etc. et qui embauche le premier pour qu'il fabrique des tables. Et une fois que la table, elle est fabriquée, eh bien, il va y avoir la mise en vente de cette table et donc une plus-value. La table, elle a coûté X euros à produire et elle est vendue 2X, admettons. Bon. On s'en fout du prix, le principe qu'il faut comprendre, c'est l'extorsion de la plus-value. Ça veut dire mon ouvrier, il produit du travail et moi, propriétaire de l'usine en question, il faut que je tire des marges, donc du coup, je vais avoir une plus-value, et cette plus-value, hop, elle part à l'usine, dans les caisses de l'usine. On l'a fait simple. Hein. Désolé pour celles et ceux qui sont très basés et qui sont en mode vulgairement résumé. On essaye de comprendre tranquillement ce truc-là. Ce que ça crée, c'est évidemment un rapport de force qui est tout à fait déséquilibré, bien entendu, puisque du coup, pour le travailleur ou pour la travailleuse, il y a un contrat de travail qui implique de fait une subordination à celui qui est, ou à celle qui est propriétaire des moyens de production, d'accord? Et quand je dis il faut qu'il tire une marge, j'insiste sur ce truc-là, parce que ça permet d'avoir une lecture matérialiste de ce système-là, et pas une lecture morale. Ça ne m'intéresse pas de savoir qui est le méchant, qui est le gentil de l'affaire. C'est pas ça le but de mon épisode. C'est pas de dire les travailleurs et les travailleuses ils sont gentils et les propriétaires des moyens de production ils sont méchants. Gentil, méchant, c'est pas ce qui m'intéresse. On va regarder ça d'un point de vue matériel.
d'un point de vue concret, d'un point de vue pragmatique, qu'est-ce qui se passe? Forcément, ça crée une inégalité, puisque de l'autre côté, vous avez des individus qui, eux, peuvent être propriétaires de leurs moyens de production, propriétaires des usines, propriétaires des terres, propriétaires des machines, etc., et qui vont donc faire cette extorsion de plus-value, c'est-à-dire qu'ils vont capter de la valeur qui a été créée par les travailleurs et par les travailleuses à leur bénéfice à eux. Okay. Et un autre pilier de concurrence et d'accumulation du capital, mais déjà, c'était pour bien comprendre ça. Ça permet de comprendre un truc vulgairement résumé. Tu n'as que deux options, d'accord? Ça veut dire soit tu es propriétaire de tes moyens de production et tu peux retirer du profit, soit tu n'as que ta force de travail à vendre et Inch'Allah tu trouves du boulot. Et Inch'Allah ce boulot n'est pas trop l'enfer, vous voyez. Tu vois que, je dis vulgairement résumé parce qu'on va voir juste après que justement les indépendants et les indépendantes ils sont dans une position un peu ambiguë là, à cet endroit-là, vous voyez. Mais voilà, ça va permettre déjà de classifier ce truc-là. Ça permet de comprendre plusieurs choses avec cette histoire de capitalisme. Ça permet de comprendre que, comme je disais, mon propos, c'est pas d'avoir une lecture morale, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est gentil, est-ce que c'est pas gentil, ça m'intéresse pas. Ça permet de dire, ce système, il existe, il a succédé au féodalisme, et donc aujourd'hui, on est dans cette situation. La question, c'est qu'est-ce que ça a comme conséquence, est-ce que ça nous convient? Ça a plusieurs conséquences, ça a plein de conséquences en fait, mais évidemment on ne pourra pas tout lister dans cet épisode sinon ça va être trop long. Mais déjà on va en considérer trois principales. Il y en a plus, mais on va en considérer trois principales pour aujourd'hui. Déjà le capitalisme, il crée donc par définition, vous l'avez bien compris, des inégalités. D'accord ? Ces inégalités, non seulement elles existent et elles sont de plus en plus grandes. Ça je dis non seulement elles existent parce que des fois on a carrément des gens pour nous dire non c'est pas vrai. Bon alors là je sais pas quoi vous dire, c'est un problème du réel, c'est-à-dire que pour le coup il existe des tonnes et des tonnes de rapports et de chiffres et je vous invite notamment à aller voir l'Oxfam qui répertorie, qui documente l'augmentation des inégalités. Hein. Qu'on a des riches de plus en plus riches, des pauvres de plus en plus pauvres. Donc évidemment vous creusez l'inégalité, au bout d'un moment il faut être connecté au réel 2 minutes. Hein. Donc petit 1, le capitalisme produit des inégalités par définition, puisque de toute façon, ça démarre avec une inégalité, avec un lien de subordination, de toute façon. Hein. Sur ces questions-là, je vous invite, si ça vous intéresse, à lire Nicolas Framont. Ces deux livres, Parasite et vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail, et particulièrement celui-ci, le dernier, vous parlera d'autant plus de cette question de domination au travail, de subordination. Parenthèse. Le capitalisme, il produit des inégalités aussi parce qu'il est fondé sur un système qui est profondément inégalitaire, dont je viens de vous parler juste avant, dans un rapport de classe qui est profondément inégalitaire, et aussi dans un pacte raciste. On a déjà eu l'occasion d'en parler en masterclass, etc. Je vais pas trop développer ici, mais gardez bien en tête que, évidemment, ça vous met dans un système de pénurie, il y aura pas de travail pour tout le monde, il y aura pas à bouffer pour tout le monde, et donc, voilà, il va falloir choisir entre qui on partage. Vous voyez bien que, bien entendu, il y a besoin d'une brique raciste et de toutes les questions impérialistes, bien sûr, puisque ça m'emmène à mon deuxième point. La deuxième conséquence dont je voulais parler ici, c'est que le capitalisme, de manière objective, il crée une surexploitation des ressources. Puisque, bien entendu, dans le capitalisme, l'idée, c'est de croître. D'accord ? Donc, et vous connaissez ça par cœur parce qu'on vous a rabâché les oreilles, il faut croître, parce qu'au minimum, il faut contrer l'inflation, hein, donc il faut que vos entreprises soient en croissance, et donc pour ça, il faut qu'il y ait de la scalabilité dans votre entreprise, hein, tout ça, on vous en parle tout le temps, et donc forcément, le capitalisme, il implique de fait une surexploitation des ressources. Comme on a besoin d'être de plus en plus en croissance, on a besoin de plus en plus de ressources humaines, au minimum. J'arrive au deuxième sujet après. Alors, évidemment, il y en a qui vont me dire bah non, c'est pas vrai parce que on peut ne pas avoir de plus en plus de ressources humaines, on peut faire de la croissance, de la scalabilité sans recruter parce que on va utiliser de l'automatisation, on va utiliser des outils, on va utiliser de l'intelligence artificielle, etc., etc. Et ce qui m'emmène donc à la deuxième partie, de fait, c'est que ça implique une surexploitation des ressources planétaires. Bon, là, je ne vous apprends rien. Moi, il me reste une question, hein, c'est-à-dire que les écolos qui sont capitalistes, expliquez-moi comment vous arrivez à coïncider le truc, mais bien entendu je provoque puisque les militants écologistes savent très bien que bien entendu ce capitalisme est tout à fait incompatible, bien entendu, avec la question du réchauffement climatique. Puisque, pour ce qu'on vient de s'expliquer, c'est que ça a besoin de consommer de plus en plus de ressources. Si tu as besoin de croître de plus en plus, d'étendre de plus en plus, tu as besoin de plus en plus de ressources humaines et de plus en plus de ressources de manière générale. Et donc, notamment également de ressources planétaires. Le capitalisme n'a aucune solution pour le réchauffement climatique, hein, à part des solutions de technosolutionnistes qui vont protéger une petite minorité de gens et laisser tomber toutes les autres. Mais je veux dire, une solution globale, le capitalisme n'en a pas, puisque par définition, hein, on l'a bien compris, c'est toujours dans une surexploitation des ressources, ce qui implique de fait, évidemment, la question impérialiste.
Parce qu'au bout d'un moment, il va bien falloir aller chercher des ressources humaines et ou planétaires plus loin que ton propre territoire. Hein. Bon. La troisième conséquence dont je voulais parler, c'est la question des crises. Alors ça, c'est vraiment très important, j'aimerais vraiment qu'on s'arrête là-dessus. Parce que moi j'entends souvent, même chez des collègues entrepreneurs, entrepreneuses, indépendants, indépendantes, qui disent, je veux dire qui sont plutôt sur des lignes critiques du capitalisme, voire anticapitalistes, etc. Des fois je vois des trucs passer de le capitalisme est en crise en ce moment, et ça en signe la fin, hein, le capitalisme est mort. Alors je suis désolée de plomber l'ambiance, mais les crises du capitalisme ne signent pas du tout, mais alors pas du tout, la fin ou la mort du capitalisme. Et pour ça, il faut qu'on comprenne quelque chose du fait que les crises sont inhérentes au capitalisme. On dit que la crise, elle est normalisatrice du système, d'accord ? Elle ne signe pas du tout la fin du système. En fait, le capitalisme, il va vous créer des crises en boucle pour une raison centrale, pour plein de raisons. On va en prendre une centrale pour aujourd'hui. En fait, paradoxalement, c'est le capitalisme qui est anarchique dans la production. Ça veut dire quoi en français ? Ça veut dire les propriétaires des moyens de production. Ils possèdent leurs usines, ils possèdent leurs terres, ils possèdent leurs machines, blablabla, ce qu'on s'est dit au début, d'accord ? On produit. Je vous apprends rien. On produit. On produit des pailles, on produit des tables, on produit des voitures, on produit des ordinateurs, on produit, et on fout tout ça sur le marché pour un truc fascinant de l'école néoclassique économique libérale, de penser que le marché s'autorégule par lui-même. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet. On va pas rentrer dans les thèses économiques ce matin. On met tout ça on met tout ça sur le marché, d'accord ? Bon. Donc ça veut dire que c'est anarchique dans la production. Ça veut dire qu'on produit d'abord et on verra bien après comment ça se régule cette affaire-là, d'accord ? En fait, c'est en opposition à ce qu'on appelle les économies planifiées. Cette anarchie de production, du coup, elle va forcément, des fois elle tape juste, et puis des fois elle va vous créer des crises de surproduction ou des crises de sous-production. Ça veut dire, il y a des moments où ça va vous créer des crises où on a trop produit. Et donc évidemment, vous voyez très bien, ne serait-ce que la thématique du gaspillage, bien entendu, pour faire le lien avec les thématiques écologiques, hein, bien entendu. Donc évidemment, on va avoir trop produit, alors évidemment, ça va impacter les prix, ça va impacter la consommation, on va gaspiller, on va jeter, on va pas savoir quoi en foutre. Exemple parmi tant d'autres de l'industrie textile, hein, d'accord ? On produit des quantités de fringues dont on n'a pas besoin et on ne sait plus quoi en foutre. Ou à l'inverse, évidemment, des crises de sous-production, c'est-à-dire on n'aura pas assez produit pour mettre sur le marché. Bon. Cette histoire d'anarchie de la production, c'est important parce que ça permet de comprendre que les crises, elles sont inhérentes au capitalisme, d'accord ? Donc, c'est pas il y a une crise en ce moment, c'est la fin du capitalisme. Non, ce système ne peut pas fonctionner autrement qu'avec ce genre de crise. Donc évidemment, on pourrait dire tout un tas d'autres choses sur les conséquences du capitalisme, mais on va déjà se retenir le fait que le capitalisme produit des inégalités, okay, qui sont de plus en plus grandes, une surexploitation des ressources humaines et planétaires, enfin des ressources avec un R majuscule, hein, d'une manière générale, et que les crises sont tout à fait inhérentes à ce système-là. Je regarde à côté pour celles et ceux qui sont sur YouTube parce que je prends la note. Un petit extrait du rapport de l'Oxfam. Donc le rapport en question, c'est l'art de prendre sans entreprendre, pour celles et ceux qui veulent le retrouver sur le site de l'Oxfam. Je cite, hein, « L'extrême richesse provient aujourd'hui en effet principalement de l'héritage, de situations de monopole et de liens de connivence. Pour la première fois en 2024, les personnes qui sont devenues milliardaires sont plus nombreuses à devoir se statuer des héritages qu'à l'entrepreneuriat. » Pour commencer à évacuer la thématique de quand on veut, on peut, on s'est fait tout seul, je sais pas quoi, ok. Et la question des monopoles qu'on va pas développer ici dans cet épisode, sinon ça va être trop long, mais bien sûr comprendre que, bien entendu, le capitalisme fonctionne avec cette logique de monopole, hein, et que c'est une de ses contradictions internes, c'est un système qui porte plein de contradictions internes à lui-même, et que du coup, il peut avoir tendance à s'effondrer sous ses propres contradictions. Mais comme il est très doué pour digérer ses opposants, toujours une capacité à digérer et à redémarrer. Alors, deuxième partie de mon épisode, maintenant qu'on s'est parlé succinctement de capitalisme, les travailleurs indépendants, les travailleuses indépendantes là-dedans, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Déjà, il faut bien avoir en tête que, notamment quand on parle d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, on ne fait pas référence ni à une classe sociale, ni à une condition sociale. Hein, parce qu'entre le chauffeur Uber qui est travailleur indépendant et le dirigeant du CAC 40, l'entrepreneuriat, ça... Hein, bon, j'ai envie de dire, il y a du monde là-dedans, j'ai même envie de dire, il y a des mondes là-dedans. Donc déjà, il faut faire attention avec ça parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Pour les travailleurs indépendants, travailleuses indépendantes, ce qui est mon cas et la majorité d'entre vous également, il y a effectivement quelque chose qui est un peu ambigu, qui est un peu contradictoire. C'est à la fois de posséder ses moyens de production, de posséder son outil de travail, hein, et donc d'avoir cette promesse de pouvoir échapper
à l'exploitation. Et en même temps, soyons très clairs, vous n'avez que votre force, enfin pas que, mais vous avez votre force de travail à vendre. En français, vous arrêtez de bosser, vous arrêtez de gagner des sous. Point barre. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que Coach Business, etc. vous disent qu'il faut justement arriver à se décorréler du temps à l'heure, etc. Qu'il faut recruter du monde, qu'il faut déléguer, qu'il faut automatiser pour justement ne pas vous retrouver dans cette situation de n'avoir que votre force de travail à vendre. Mais du coup, effectivement, les travailleurs indépendants, travailleuses indépendantes, ils sont un peu dans ce truc-là, d'avoir leur force de travail à vendre, parce que vous êtes, je sais pas, vous êtes coach, vous êtes thérapeute, etc. Donc, vous vendez votre compétence d'accompagnement, vous êtes consultante, vous vendez votre capacité de conseil sur le sujet qui est le vôtre, vous êtes graphiste, vous vendez votre capacité à créer des logos, des visuels, enfin bref, vous avez compris l'idée, d'accord? Mais à la fois, vous êtes également effectivement en possession de vos outils de votre outil de travail, mais que vous avez dû vous acheter vous-même, donc vous êtes endetté pour ça, puisqu'il faut bien un dépôt de capital au départ, ce qui pose aussi la question de la dette, mais on va pas s'en parler aujourd'hui. Alors, du coup, il y a cette contradiction-là. Alors des fois, ici, on vient me rétorquer, oui, mais le grand patronat aussi. Alors, toujours raté, Jean-Michel, du début, là. Le grand patronat ne tire pas ses revenus de sa force de travail, c'est pas vrai. Le grand patronat tire ses revenus de l'accumulation du capital et de l'exploitation des travailleurs et travailleuses qui bossent dans leurs entreprises. Donc, à un moment donné, vous voyez, il y a question d'être un petit peu connecté au réel 2 secondes, quoi. C'est-à-dire les revenus du grand patronat, d'un grand propriétaire de moyens de production ou d'une grande propriétaire de moyens de production, l'argent qui rentre dans les caisses tous les mois, c'est pas sa force de travail. Ça veut pas dire que ces gens ne travaillent pas. Ça veut pas dire que ces gens ne travaillent pas. Ça veut dire que le revenu, il vient du capital, c'est-à-dire il vient de l'accumulation de ce capital et de l'exploitation des travailleurs et travailleuses. En français, ce que je suis en train de vous expliquer concrètement, c'est que ce grand patronat ne fait pas l'argent qu'ils se font si les travailleurs et travailleuses arrêtent de travailler dans l'usine. Pour une raison très simple, c'est qu'ils ne produisent pas assez de revenus par leur force de travail. Vous voyez, c'est ça qu'on veut dire, parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est pas vrai, t'es en train de dire que ces gens ils bossent pas ». Mais j'en sais rien, moi, si ces gens bossent ou pas, je ne sais pas à quoi ressemble la vie de Bernard Arnault. Je dis pas que la personne, le propriétaire des moyens de production ne travaille pas, c'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que les revenus qu'il a ou qu'elle a ne sont pas dus à sa force de travail. Ils sont dus au fait qu'il ou elle a accumulé du capital, accumulé des usines, accumulé des moyens de production, je sais pas moi, ils ont placé de l'argent dans l'art par exemple, ils ont des actions, ils ont des entreprises, ils ont des machines, et qu'il y a des gens qui travaillent pour eux, et que c'est ça qui génère les revenus, c'est pas leur force de travail tout seul dans leur coin, enfin bon bref. La richesse du pays, elle est produite par les travailleuses et les travailleurs. C'est-à-dire par les travailleurs et travailleuses salariés et par vous, travailleurs et travailleuses indépendants et indépendantes. D'accord ? C'est vous qui produisez la richesse du pays. Je reprends une autre citation du rapport de l'Oxfam dont je vous parlais un petit peu avant. En 2024, la richesse des milliardaires a connu une hausse 3 fois plus rapide qu'en 2023. Leur fortune totale a augmenté de 2000 milliards de dollars. D'accord ? Donc quand on vient nous expliquer que oui, mais quand même, ils ont du mérite, machin, je suis pas là en train de discuter, ils ont du mérite ou ils en ont pas, ça ne m'intéresse pas de savoir qui est gentil, qui est méchant. Je suis en train de dire que factuellement, ça veut dire quoi ? Que ces milliardaires, ils ont 2000 milliards, ils ont 2000 milliards de fois plus de mérite que vous ? Ça n'a aucun sens, bien entendu. Évidemment, sur la question des travailleurs indépendants, des travailleuses indépendantes, vous allez vous retrouver dans une situation, comme je le disais, qui est un peu ambiguë, qui est pas très confortable, qui est un peu contradictoire, parce que vous avez l'illusion du choix, parce que le capitalisme, encore une fois, digère très très bien ces oppositions, et donc vous avez des formes de précarisation spécifiques au fait d'être indépendant ou indépendante, l'illusion du choix, avoir l'illusion d'être libre, parce que je suis libre de mon temps, je suis libre de mon agenda, je suis libre de mes décisions, je suis libre parce que j'ai pas de patron, j'ai pas de collègue, que sais-je, d'accord, mais vous êtes la plupart du temps dépendant et dépendante malgré tout. Vous êtes dépendant et dépendante du marché, qui est un marché en plus ultra concurrentiel, et selon les marchés dans lesquels vous évoluez, qui sont des fois de plus en plus saturés. Vous pouvez être, il y en a beaucoup parmi vous, qui sont indépendants, indépendantes, et qui sont dépendantes des plateformes, de Malte ou que sais-je, parce que vous êtes copywriter, rédacteur, enfin bon bref, il peut y avoir plein de situations, et puis des clients bien entendu. Vous avez la thématique d'auto-exploitation, je mets de très très gros guillemets à ça, mais vraiment très gros guillemets parce que je l'entends souvent, ça n'a pas de sens. On ne s'auto-exploite pas, ok ? L'exploitation, laissons-la à celles et ceux qui sont concernés, c'est-à-dire qui sont
dans une situation d'exploitation à proprement parler. Donc je mets de très gros guillemets à auto-exploitation, parce que je pense que vous allez comprendre de quoi je veux parler, hein, le fait que vous n'avez pas d'horaire fixe, et que du coup vous n'avez personne pour vous protéger, vous n'avez pas le droit du travail pour vous protéger de vous-même, d'accord, de travailler à 3h du matin ou toute la nuit, sans dormir pendant des semaines, que sais-je, de filet de sécurité bien entendu, le stress économique, parce que du coup vous vous retrouvez dans la situation aussi, dans une situation singulière à ce propos, mais bon, voilà, donc vous voyez de quoi je veux parler, même si, soyons précis, on ne s'exploite pas soi-même, on est exploité par quelqu'un, mais vous comprenez ce que je veux dire. La thématique de l'isolement, hein, bien entendu, on a déjà parlé plein de fois sur ce podcast, j'en parle également dans mon livre, et beaucoup d'autres, bien entendu, de mes collègues qui parlent de cette thématique-là, pas de syndicat de poids, pas de protection collective, donc évidemment, en tant que travailleur indépendant, travailleuse indépendante, vous allez devoir négocier individuellement, hein, évidemment, avec des acteurs qui sont bien plus puissants que vous, des fois, hein, avec des clients plus forts que vous, avec des entreprises beaucoup plus fortes, donc le rapport de force n'est pas dans votre sens, et les plateformes avec lesquelles, j'ai envie de dire, vous négociez, si tant est que vous puissiez négocier quelque chose, bien entendu. Hein. Donc, il faut bien garder ça en tête, hein, une des grandes forces du capitalisme, pas que, hein, ça marche pour le patriarcat également, c'est de digérer ses oppositions. Et l'impérialisme aussi. Par exemple, quand le féminisme, hein, je prends cet exemple-là pour faire un parallèle avec la question patriarcale, d'accord, le féminisme radical, donc un féminisme anticapitaliste, hein, parce que j'en touche 2 mots de ça après, mais vous allez voir le lien, puisque évidemment, en fait, je veux dire, le féminisme anticapitaliste, parce que le capitalisme, il tient aussi sur l'exploitation des femmes, sur l'exploitation du travail gratuit des femmes, qui s'occupent des maisons gratuitement, les femmes, qui s'occupent des enfants gratuitement, les femmes. Je précise, avant qu'il y en ait qui viennent me dire « c'est pas vrai, parce que moi je suis un mec, à la maison je fais, ok, super, bravo, en attendant, c'est formidable, mais en attendant, statistiquement... » Tu es une exception, mec. Hein. Donc, statistiquement, qui fait le travail à la maison ? Les femmes. Qui fait le travail de s'occuper des enfants ? Les femmes. Qui fait le travail de s'occuper de tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Vous le savez très bien, on en a déjà parlé 20 000 fois, et puis j'ai plein de collègues féministes qui en parlent bien mieux que moi. Toute la question du care, donc du soin, c'est les femmes qui s'en occupent, qui s'occupent des personnes âgées, hein, quand elles sont fatiguées, en fin de vie, etc. C'est les femmes. Quand on parle de la thématique des aidants... pendant la maladie, à l'hôpital, etc., donc des personnes qui aident les personnes malades, on devrait parler des aidanteux, parce que majoritairement, ce sont des femmes. Bon, bref, hein, vous avez compris. Et quand on entend ces discours des fois de « Ah ben, écoute, si un jour ma femme, elle peut plus le faire, ou je ne sais quoi, ben, je paierai une femme de ménage. » D'accord. Et donc, si tu es en mesure de payer une personne de ménage pour le faire, pourquoi est-ce que... C'est donc tu reconnais bien que ce travail il mérite salaire en fait, hein. Bon bref, je m'égare, mais c'est pour vous montrer bien sûr qu'il y a des liens entre féminisme et anticapitalisme, bien entendu. Donc, et j'ai même pas parlé de la question de la soumission financière, des inégalités salariales, machin. Bon bref, tout ça pour dire que il y a une opposition, les féministes s'opposent, elles deviennent anticapitalistes en disant c'est bon, il y en a ras-le-bol, on travaille gratuitement, on est exploité constamment, ça suffit. Mais qu'à cela ne tienne, le capitalisme en fait son affaire. On récupère un joli slogan des féministes, et qui est un slogan magnifique pour dire le féminisme sans lutte des classes, c'est du dev perso, et on t'imprime ça sur un t-shirt, et on te vend les t-shirts à 45 balles. C'est de ça dont on parle quand on parle de digérer les opposants. Sur la lutte anticapitaliste, vous avez ça avec Che Guevara, par exemple, hein, que vous voyez imprimé partout sur des sacs, des t-shirts, que sais-je. Les 1% les plus riches du Nord, ça va vous faire un drôle d'effet, je vous préviens. Les 1% les plus riches du Nord, en 2023, ont ponctionné 30 millions de dollars par heure au pays du Sud. Je la répète doucement pour qu'on l'ait bien en tête, parce que là aussi, ça va, l'impérialisme, faut pas exagérer. Les 1% les plus riches du Nord ont, en 2023, ponctionné 30 millions de dollars par heure au pays du Sud. C'est dans le même rapport de l'Oxfam, hein. L'art de prendre sans entreprendre, on vous le mettra dans la description si vous voulez aller le lire, c'est pas moi qui fabule. Bon. Troisième dernière partie de cet épisode, parce qu'on est déjà à 30 minutes, il faut qu'on s'approche de la fin tranquillement. Il nous reste donc la question finale, qui était celle peut-être avec laquelle vous êtes arrivé au début de cet épisode, qui est de dire, oui, mais alors du coup, comment est-ce qu'on peut entreprendre et être anticapitaliste, ou avoir une pensée anticapitaliste, ou nourrir une pensée anticapitaliste, antilibérale, etc. Vous mettez les synonymes, les variantes selon ce qui vous intéresse. Alors, en effet, on se l'est dit au début, c'est une superstructure, on est bien obligé de faire avec les règles du capitalisme. À un moment donné, on va pas faire les idéalistes de service, on va pas se laisser crever de faim par terre. Donc, bien entendu, on est obligé de faire avec les règles du jeu capitaliste. En revanche, c'est pas parce qu'on doit faire avec les règles du jeu capitaliste qu'on est obligé pour autant d'adhérer au principe, bien entendu. Et en plus, pour beaucoup d'entre vous,
Je sais, vous êtes dans le milieu entrepreneurial, vous évoluez dans ce milieu-là, de près ou de loin, et c'est un milieu aussi qui regorge de solutions alternatives. Bien entendu, on peut commencer par penser au système des coopératives, bien entendu, hein, le fonctionnement des coopératives, de l'économie sociale et solidaire, où on a la thématique de la propriété collective des moyens de production, avec des prises de décision démocratiques. Donc il y a beaucoup de choses ici vraiment très très intéressantes à découvrir, si on ne les a pas encore découvertes, et à nourrir, investiguer, etc. Tous les indépendants et toutes les indépendantes qui favorisent la mutualisation des ressources et la solidarité, le fait de développer des réseaux d'entraide, par exemple, le fait de partager les ressources, le fait de partager, par exemple, accès à de la connaissance, à de la formation, à des outils de manière gratuite, etc. Bref, il y a plein de choses pour mutualiser les ressources, pour favoriser de la solidarité, pour permettre aussi la reproduction de la force de travail. Hein. De grands économistes proposent des modèles anticapitalistes hors communisme, hein, je précise d'avance parce qu'il y a aussi cette thématique-là qui pourrait faire l'objet d'un autre épisode parce qu'on n'aura pas le temps de parler de tout, mais c'est que des fois, la plupart du temps, quand on dit anticapitaliste, on dit « Ah d'accord, vous êtes soviétique, machin ». Bon, alors, faut être bien renseigné, hein, parce qu'il existe quand même énormément d'autres modèles, d'accord. Je vous mets un livre dans la description également, qui s'appelle... construire l'économie post-capitaliste, justement. Et donc là-dedans, ils ont répertorié 6 modèles. Un des chercheurs a donné une interview à Blast pour en parler. Je vous mettrai le lien de l'interview sur Blast aussi si vous voulez, si vous préférez écouter plutôt que de lire le livre. Voilà, donc il y a plein de modèles post-capitalistes qui sont proposés hors communisme. Pour vous en citer quelques-uns que vous retrouverez dans ce livre, vous avez la coordination négociée, vous avez l'économie participaliste, vous avez la planification informatique centralisée, etc. Je vous mets dans la description le lien vers ces travaux, hein, parce qu'on a des chercheurs et des chercheuses formidables, donc on va partager leur travail. En gros, en résumé, ce que je voulais dire dans cette partie-là, et pour arriver à la fin de notre épisode, c'est que être anticapitaliste et être entrepreneur, entrepreneuse, indépendante, c'est pas que ça relève du paradoxe, c'est une question de posture politique. C'est le fait d'assumer qu'il y a des choix politiques qui sont faits, et donc il y a des choix économiques aussi qui sont faits. Ça signifie reconnaître que, effectivement, j'évolue, bien entendu, dans un système qui me dépasse, mais je peux en comprendre les rouages, je peux chercher des alternatives qui sont viables, qui sont collectives, qui sont solidaires. Et par exemple, dans l'entrepreneuriat, il y en a plein. Il y a, par exemple, pour reciter celui-ci, le modèle des coopératives, même de l'ESS, etc. Donc, pour conclure notre épisode, se revendiquer anticapitaliste en étant travailleur indépendant ou travailleuse indépendante, ce n'est pas prétendre être en dehors du système, c'est refuser d'accepter aveuglément les règles du système capitaliste, déjà au minimum, d'avoir conscience. Déjà au minimum. Avoir conscience dans quel système vous évoluez, comment est-ce qu'il est construit, si je puis dire ça comme ça, et du coup ça produit quoi comme conséquence, concrètement, matériellement, ça ressemble à quoi, ça produit quoi comme conséquence, plutôt que d'être dans un rapport un peu idéaliste, un peu utopique, en mode ah oui, de toute façon, moi je sais pas vraiment, puis tu sais, de toute façon c'est comme ça, de toute façon on peut pas en changer, donc je m'y intéresse pas, d'accord, parce que souvent c'est un truc qu'on nous reproche, hein. En fait la contradiction, pour conclure la réflexion que j'avais ouverte en début d'épisode de mon Jean-Michel fictif là, qui à table vient me dire ah ouais t'es indépendante et tu parles d'anticapitalisme, sous-entendu c'est contradictoire. En fait souvent ceux qui viennent pointer c'est l'idée de tu te penses en dehors du système, mais c'est pas ça qu'on dit quand on défend des lignes anticapitalistes ou qu'on s'y intéresse ou antilibérales machin. On n'est pas en train de dire que nous sommes... on arrête la pureté militante, d'accord. On n'est pas en train de dire, nous, on est exempt de tout défaut, on fait pas du tout... on est anti-système, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est, oui, bien sûr, je fais avec ces règles-là parce que j'ai pas le choix, je vais pas me laisser crever la dalle par terre, je vais pas m'allonger par terre et me laisser mourir, d'accord. Par contre, je sais ce qu'est le capitalisme. C'est déjà une grande différence avec toi, Jean-Michel fictif. Hein. Comment ça fonctionne, quelles conséquences ça produit, et je suis en désaccord avec le fait que ça exploite les gens, ça crée des inégalités, c'est un système qui est profondément anti-écologiste, qui crée le réchauffement climatique, qui alimente le réchauffement climatique, qui n'a pas de solution à proposer à ça. Je ne parle même pas de toutes les inégalités, bien entendu, sociales, les inégalités de classe, les inégalités de richesse, les inégalités de genre, les inégalités de race, etc., que ça produit. Bref, je reviens pas sur les conséquences, on en a parlé tout à l'heure. Donc, la question, in fine, c'est pas est-ce qu'on peut être anticapitaliste et entrepreneur, entrepreneuse, indépendante, c'est plutôt comment lutter, comment au grand minimum être critique, déjà au grand minimum, de ce système en étant indépendant ou indépendante. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que vous êtes indépendante que vous n'avez quand même pas le droit d'avoir un tant soit peu de critique sur le système économique et social dans lequel vous évoluez, d'autant plus
qu'on est indépendante. Je veux dire, la question économique, elle est au centre de notre quotidien tout le temps. Pour nos camarades salariés aussi, bien entendu. Mais je veux dire, vous êtes indépendante, vous passez votre semaine à vous poser ce genre de questions. Comment je me positionne sur le marché, comment je me positionne par rapport à la concurrence, à quel prix je mets mon service ou mon produit ou quoi que ce soit, les factures, etc. Enfin, vous passez votre temps à vous poser des questions économiques et on devrait vous priver de la possibilité de connaître le système économique dans lequel vous évoluez. Vous avez intérêt à connaître ce système économique qui est le système capitaliste parce que vous évoluez dedans. Donc que ce soit pour en être critique ou que ce soit d'ailleurs pour en tirer profit et bien connaître les règles du jeu pour gagner dans le jeu capitaliste, le grand minimum, c'est déjà de le connaître et de le comprendre. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu, que c'était pas trop long et que c'était pas trop prise de tête. N'hésitez pas à le partager si ça vous semble pertinent, avec grand plaisir pour échanger sur toutes ces questions-là d'une manière ou d'une autre. J'ai l'occasion parfois d'en parler en masterclass, j'ai l'occasion d'en parler en formation, notamment niveau 2. Donc on aura peut-être l'occasion d'échanger sur tout ça. Et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao, ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.